dans nos méditations ou dans nos pratiques, c'est comme si on cherchait l'espace qui pouvait être impersonnel, l'absolu en fait, l'espace sans forme. Et en recherchant l'espace sans forme, on observe, on est assez vigilant en définitive par rapport à la forme, aux manifestations qui sont présentes, et on cherche à se détacher de ça pour trouver un espace qui en définitive n'a pas de centre, n'est pas localisable, à laquelle on ne peut pas s'identifier en définitive. Et on peut se rentrer dans le conflit de chercher à être en paix dans un espace et de se détacher, on va dire, des phénomènes qui sont présents. Et en fait, on ne comprend pas que la conscience en elle-même a deux aspects primordiaux qui sont l'aspect manifesté et l'aspect non manifesté. C'est la même conscience en définitive. La conscience a un aspect lié à la forme et un aspect lié aux non-formes. Enfin, lié aux non-formes, ça ne veut rien dire, mais c'est un espace sans forme. Et c'est la même conscience, exactement la même. C'est son état, on va dire, vraiment originel. Comme l'eau, quelque part, a un aspect d'évaporation d'humidité et un aspect de cristallisation comme la glace et le glaçon, et un aspect liquide. On a plusieurs aspects de l'eau. La manifestation a un aspect non manifesté lié au spatial, à l'espace, à l'absolu, à l'intouchable, à l'inlocalisable, inlocalisable, voilà, un aspect inlocalisable, et sans centre, et un aspect manifesté, spatio-temporel, lié, on va dire, à la forme. Et c'est intéressant de comprendre cet aspect manifesté et non manifesté, parce que c'est-à-dire qu'en fait, la forme, toute notion de forme, tout ce qui est lié à la forme, et là je parle de tout ce qui est manifesté, la création, les galaxies, les pensées, les corps subtils, les plans spirituels, n'importe quoi, tout ce qui peut exister, qui peut être pensé, qui peut être vu, qui peut être imaginé, tout ce qui est dynamique, quoi que ce soit, enfin vraiment quoi qui puisse exister, qui puisse être imaginé, est lié à la manifestation. Et cette manifestation existe et ne peut exister que dans un espace. La galaxie existe dans l'espace, notre corps existe dans un espace, la salle existe dans un espace, la Terre existe dans un espace. Même nos pensées, nos émotions et notre imagination vit et se déplace, peut être perçue dans un espace. Et même nous qui percevons, c'est-à-dire l'espace de nous, le je et le moi, la conscience qui prend conscience de ce qui est, prend conscience dans un espace. C'est pour ça que quand il n'y a plus personne qui prend conscience de quoi que ce soit, quand il y a une réalisation de l'aspect, ce qu'on appelle impersonnel et non manifesté, tout ce qui est sujet à la forme, même à l'aspect le plus subtil de nous qui prend conscience de la forme, disparaît et se dissout. De ce fait, il n'y a plus de forme, il n'y a plus personne pour prendre conscience, il n'y a plus de je, il n'y a plus d'identification, il n'y a plus donc de ce fait d'ego, il n'y a plus de jugement. Et cet espace est cette réalisation de cet espace est un des aspects possibles à réaliser de notre conscience. Elle est ce qu'on appelle généralement notre essence véritable, notre nature véritable. Mais notre deuxième nature est aussi la partie manifestée. Elle a une nature primordiale manifestée profonde, qui est l'être divin en nous, l'être psychique, cette partie de la manifestée, voulant manifester ses plus belles qualités, et une partie plus, on va dire, manifestée, plus superficielle, plus grossière, qui est la cristallisation de notre corps et de tous nos corps jusqu'à la manifestation la plus grossière, jusqu'à la prakriti quelque part, la manifestation universelle inférieure. C'est pour ça qu'on parle souvent de Purusha Prakriti, dans le sens où on a l'aspect non manifesté et l'aspect... on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'on parle plutôt de Ishvara Prakriti dans l'aspect universel, le divin absolu et la partie du divin manifesté qui est la manifestation inférieure. Shiva Shakti, non manifesté et manifesté, impersonnalité, personnalité, et ainsi de suite. On a toujours l'aspect de la forme et du non-forme. Et on retrouve ça dans le Tao, on retrouve ça beaucoup chez les tantriques, on retrouve ça aussi beaucoup dans le Vedanta ancien. On parle de ça d'une manière assez claire, avec un sentiment, et souvent quand on parle de vraie réalisation, et non d'éveil à un certain niveau, c'est une capacité d'union et d'intégration complète de la partie manifestée au moment où nous avons révélé en nous la partie impersonnelle de notre conscience. Alors qu'aujourd'hui, on va dire un petit peu dans le néo-advaita, on a tendance à parler de l'éveil et dire qu'on est éveillé quand on a soit une éclaircie, soit une réalisation, éphémère ou non,
de l'aspect impersonnel de notre conscience. Alors qu'en fait, quelque part, la réalisation plus profonde et complète, bien qu'elle soit infinie, est ensuite une intégration complète de la manifestation dans cet espace sans forme. La forme ne peut pas exister sans l'espace, parce qu'elle n'existerait pas et ne pourrait pas être même imaginée, et l'espace ne peut pas exister sans la forme, parce qu'il ne pourrait même pas exister ou même être conscientisé. Donc les deux vivent complètement ensemble. Et quand on accepte et on intègre profondément, déjà dès le début, que nous sommes nos pensées aussi, nous sommes nos émotions, bien qu'on pourrait faire le contraire, mais voilà, on intègre cette partie-là, et qu'on ne rejette plus, qu'on accueille, qu'on accepte et qu'on intègre toutes les parties de nous, comme le tantrique le plus expérimenté, eh ben, il y a un sentiment d'union profond qui peut se faire dans l'être, dans lequel il n'est plus dissocié de sa forme et du sans forme. Et de ce fait, il réalise une union, une unité, en fait, qui fait qu'il perçoit la nature véritable des deux. Le non manifesté, l'aspect impersonnel de nous, n'a rien d'extraordinaire, absolument rien. C'est un état que l'on connaît profondément, intégralement. Nous sommes cela, donc on n'a pas besoin de le créer, on a juste besoin de le révéler. Voilà, on va dire ça, on a juste besoin de révéler quelque chose qui est là. Mais en fait, on le connaît bien, cet espace et cet état. Ce qu'on a plutôt du mal à faire, c'est d'empêcher cet état et cet espace d'être colonisés par la forme qui vont être la turbulence des émotions, des pensées, etc., qui vont couvrir cet espace-là à tel point qu'on ne va plus le voir, en fait. Comme une eau, en fait, on va... souvent, c'est un peu un exemple qu'on donne dans le Vedanta, comme ça, on va secouer comme ça un petit peu avec un bâton de l'eau, et on ne va plus voir le fond de l'eau, en fait, et la nature, quelque part, de ce qu'il y avait au fond, de ce que ça recouvre. Et en fait, c'est ce qu'on fait en fait en permanence avec nos pensées. Et l'attraction compulsive, sans cesse, etc., à tout ce qui va être les pensées, les émotions, etc., etc. Et c'est ça qui nous empêche de révéler ça. C'est pour ça que plus on va trouver un ancrage en nous, plus on va trouver de la paix, plus on va apprendre à moins réagir à ce qui nous traverse, plus on va réussir à se détacher de manière saine à ce qui nous traverse, moins on va pencher vers le bon, le moins bon, le désagréable, l'agréable. Plus on va trouver, on va dire, quelque chose dans lequel on trouve une assise en nous, et on ne cherche pas à se réfugier dans un centre quelconque, et on s'abandonne à cet espace, et bien plus naturellement, cet espace-là commence à se révéler, et en fait, on acquiert une vraie sécurité intérieure. Quelque chose d'invulnérable, un espace invulnérable. Parce que cet espace est invulnérable par nature. C'est comme si on pouvait imaginer le plus grand ouragan possible, le plus grand cyclone de tous les temps. Cet ouragan et ce cyclone ne nous ferait pas douter une seule seconde que l'espace du ciel que l'espace du ciel ne puisse pas être affecté par le cyclone et l'ouragan. Quand il pleut à torrent, etc., il y a un orage, c'est souvent ce que je dis. Quand il pleut, il y a un orage. Enfin, je veux dire, on ne doute pas une seule seconde que l'espace va être affecté, que quand le soleil va venir, tout l'espace va être cassé, etc., qu'il va y avoir je ne sais pas quoi dans l'espace. Non, on sait très bien que ce sont des phénomènes qui existent dans l'espace. Le soleil, la pluie, le vent, la brise, etc., etc. Tout ça navigue dans un espace. L'espace n'en est pas affecté. C'est exactement la même chose en nous. Nous sommes dans l'analogie, le principe individuel d'un principe universel que nous retrouvons dans le plan physique et dans les autres plans, en fait, dans notre nature primordiale. Ces deux aspects. Quand nous comprenons ça, profondément, je vous assure qu'il y a une paix vraiment profonde qui se fait, dans le sens où à un moment, on trouve un espace, une sécurité, dans lequel on se dit, mais en fait, mais je crains rien. Absolument rien, en définitive. Je ne peux que craindre mon attraction à des pensées que je génère, à des réactions que je fais naître en moi, à laquelle j'accepte et je fais le choix de descendre et d'expérimenter. Voilà ce qui se joue, en fait, véritablement.